Stiamo zitti. Aspetta che mi tolgo il micro. Allora, vi do il benvenuto, titubanti testi 9, binomio di lettura. È un grande piacere di accogliere le due oratrici di oggi. Parto con Rossella Saetta Cottone, mia vecchissima amica dell'Università di Palermo, trasferitasi poi a Parigi, grecista, esperta di filosofia e di tragedia. È un grandissimo piacere, c'est un grand plaisir d'avoir aussi Madame Monique David Ménard, qui est évidemment une philosophe et une psychanalyste. Donc, on va avoir une discussion qui va être très particulière, je pense. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans ces binomios di lettura. Et donc, je commence tout simplement à vous donner la parole. Monique, vous êtes la première, comme vous avez accepté de parler, de parler sur le texte qui a été proposé par Rossella. Donc, allez-y. Oui, eh bien, merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas bien ce que j'ai à dire sur le banquet par rapport à cette assemblée de grands savants concernant le texte et tout ce qui le conditionne. Quand Marco Formisano m'a demandé de participer, d'abord je me suis dit que je n'avais rien à dire. Et après, j'ai pensé qu'en effet, c'est un texte que j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait, c'était il y a longtemps, hein, c'était dans les années 85-90. J'ai fait 2-3 ans de séminaire sur le banquet, outre les cours de philosophie, où évidemment j'ai fait des cours sur le banquet, mais dans ma société de psychanalyse, j'ai fait pendant 2-3 ans un séminaire sur les diverses lectures du banquet par Lacan, Foucault et Lucie Rigaray dans ce sexe qui n'en est pas un. Lacan dans le séminaire sur le transfert, qui est le séminaire 8, puisque la première partie est une lecture du banquet et des différents discours. Foucault dans l'usage des plaisirs, gagne son concept de plaisir des épithumiailles contre l'idée de sexualité. Et Irigaray, à mon souvenir, je n'ai pas relu ses textes, mais oui, elle parle surtout du discours de Diotima. Elle privilégie le discours de Diotima. Et d'ailleurs, ce qui caractérise les trois lectures, qui sont très différentes dans leurs orientations, ce qui caractérise les trois lectures, c'est qu'ils n'accordent pas beaucoup d'attention précise au discours d'Aristophane. Donc, c'est ce qui me faisait dire, mais j'ai rien à dire. Alors, je me suis mise à relire le texte, puisque ni Foucault, ni Lacan, ni Irigaray, il faudrait que je vérifie, les deux autres j'ai vérifié, accordent une très grande importance à ce texte. Alors, comment je l'ai lu? Et puis après, je reviendrai à Lacan et à Foucault. Comment je l'ai lu? Bon. Premièrement, évidemment, j'ai dans l'esprit Foucault et les Grecs et la critique foucaldienne du dispositif de sexualité, de ce qu'il a appelé le dispositif de sexualité, en montrant que les plaisirs en Grèce, l'usage des plaisirs, c'est tout à fait autre chose que le dispositif de sexualité. Donc, j'ai été attentive à ça dans le texte. Premièrement, la question de la puissance. Alors, j'ai regardé quel était le mot puissance, et si je ne m'abuse, c'est le mot dunamis qui apparaît très tôt dans notre passage. La question de la puissance précède celle du désir. Deuxièmement, le désir, la notion de désir précède la notion de génération. Troisièmement,
lorsque Aristophane distingue dans son mythe ceux qui recherchent une moitié femme, ceux qui recherchent une moitié homme et ceux qui recherchent une moitié femme-homme, il oppose ou bien engendrer ou bien travailler. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui m'a spécialement intéressée, mais il faudrait le retrouver dans le texte. Mais si je parle d'après mon souvenir de lecture, je ne suis plus dans le texte, mais vous allez sûrement le repérer. La traduction française que je consultais, celle d'Émile Chambry dans les classiques Garnier, employait l'expression quand la satiété du plaisir entre hommes a été atteinte. À ce moment-là, ça leur libérait du temps pour être mobile, faire autre chose et travailler et subvenir à leurs besoins. C'est en 191, on le retrouvera après. Je vous dis d'abord les points qui m'ont accroché. Or, dans la traduction que j'ai consultée tout à l'heure et que Marco m'avait envoyée, c'est tout à fait autre chose. En 191, ce qui est dit, voilà, en 191, c'est si un homme rencontrait une femme, ils auraient un enfant et l'espèce se reproduirait, mais si un mâle rencontrait un mâle, ils trouveraient au moins une satiété dans leur rapport, ils se calmeraient et ils se tourneraient vers l'action et pourvoiraient aux autres besoins de leur existence. Alors, au moins, me semble indiquer que la jouissance homosexuelle, enfin la jouissance entre hommes, si on ne veut pas employer le mot d'homosexualité, la jouissance entre hommes paraît comme inférieure au fait de se reproduire. Alors que dans l'autre traduction, la jouissance, et ça va plus dans le sens de la lecture de Foucault, et ça va aussi plus dans le sens du discours de Diotima, qui suit, la jouissance entre hommes, c'est beaucoup mieux que la jouissance liée à la procréation, ça permet d'engendrer des beaux discours. Bon. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aurais bien votre avis sur la nuance du texte à ce moment-là. Donc, voilà. D'autre part, j'ai aussi été frappée par l'expression tesser d'hospitalité et par. Alors, je me suis dit, mais tesser d'hospitalité, c'est le symbole, c'est le symbolon. Et en effet, dans le texte grec, il y a du symbolon partout. Dans la rencontre amoureuse et dans la section par Zeus des corps. Bon. Donc, tesser d'hospitalité, ça m'a fait penser à l'importance du mot symbolon dans le texte grec que je n'avais pas repéré tout de suite. C'est très tôt, au début de ce passage, que la notion de symbolon est convoquée par Aristophane, enfin Platon. Par contre, sur cette affaire de quelle est la meilleure jouissance, faire des enfants ou engendrer des beaux discours, notre texte dit bien que dans les rapports entre hommes, que l'on néglige, on a le tort de les négliger parce qu'il y a de la hardiesse, du courage, de la virilité, et la preuve, c'est qu'après, les hommes qui aiment les hommes ils jouent beaucoup à des jeux sexuels pendant toute leur enfance et leur jeunesse, et après ils deviennent des gouvernants des États, quand ils sont des hommes faits. Alors, il y a autre chose qui m'a évidemment beaucoup intéressée, c'est cette affaire des dieux.
louer l'amour, dit Aristophane, et d'ailleurs Aristophane commence par dire que les autres, ils n'ont pas parlé de l'amour. Enfin, chacun des interlocuteurs de Socrate dans ce dialogue commence par dire que les autres n'ont rien compris, mais lui, il le dit, enfin, il le dit en montrant que non pas sacrifier à l'amour, mais exercer une manière de vie amoureuse, c'est satisfaire au devoir envers les dieux, et cela d'autant plus que toute cette question de l'amour a commencé par cette punition que Zeus a infligée à ceux qui voulaient escalader le ciel. La comparaison qu'il donne, avoir voulu, c'est d'une part le fait que Zeus a voulu casser le trop de puissance et l'ambition excessive des hommes, et donc la manière dont Apollon a rafistolé son corps, les corps, est fait pour mettre sous les yeux, dans le second temps de la coupure. Dans le premier temps de la coupure, on a affaire à une division en deux des corps premiers. Dans le second temps de la coupure, on a affaire au fait que Apollon met les organes génitaux sur le devant du corps. Parce que dans le premier temps de la coupure, les proto-hommes, ils ne faisaient plus rien. Bonjour Claude Calam. Ils ne faisaient plus rien. Ils s'abolissaient dans la recherche de l'autre, et que c'est à partir du moment où les organes génitaux ont été mis devant le corps que, d'une part, les hommes, par le nombril, mais aussi par les organes, avaient le souvenir de leur excessive, je ne dis pas de leur faute justement, mais de leur excessive ambition qui avait amené leur souffrance, je crois que c'est le mot atteigne, l'épreuve que leur a infligée le Dieu. Donc le souvenir de la souffrance, et d'autre part, oui, je suis partie de cette histoire de dispersion des Achéens, la sexualité est toujours liée au respect des devoirs envers les dieux, puisqu'il s'agit d'avoir le souvenir d'une excessive ambition qui a été vaincue par Zeus et Apollon. Et Platon dit, c'est comme, enfin Aristophane dit, c'est comme la dispersion des Achéens par les Lacédémoniens à Mantinée. C'est curieux parce que Mantinée, Diotime, c'est la prêtresse de Mantinée. Donc Mantinée, c'est le souvenir politique dans l'histoire du mythe, en quelque sorte. Donc que personne ne se mette en guerre contre Eros, ça serait s'exposer à la haine des dieux. Et en même temps, gagner la faveur des dieux, c'est rencontrer la bonne personne. Bien. Alors, bon, il y a beaucoup de points qui m'intéressent. Le point principal, c'est en quel sens ce monde de l'amour en grec d'une autre. Quelle est la nuance, mais une nuance fondamentale? La nuance fondamentale, c'est que l'apparition du sexuel est bien liée à une épreuve, mais cette épreuve n'a rien à voir avec le péché originel du christianisme et du judaïsme. Et que de ce point de vue-là, le mythe d'Aristophane est tout à fait intéressant. Et intéressant dans le détail, quoi.
Alors, si je me réfère maintenant à la lecture de Lacan, je trouve que Lacan, au début, c'est dans donc, le séminaire sur le transfert. Lacan dit quelque chose de tout à fait intéressant au début, et puis après, il dit au fond presque rien. Il dit quelque chose de tout à fait intéressant sur le fait que Aristophane, qui est, comme vous le savez mieux que moi, un auteur comique, dans son discours, il dit des choses qui sont entre le risible et le ridicule. Et en même temps, il déconsidère complètement les discours précédents. Alors, entre le risible et le ridicule, et en même temps, dans cette description des corps, il est un petit peu obscène. Pas du tout obscène comme sera Alcibiade, autrement obscène, mais il met sur la table, au lieu d'être dans des formes d'idéalisation comme Éric Simac ou Pausanias, il entre dans le vif du sujet. Et il entre dans le vif du sujet j'allais dire en déconstruisant, mais il faut arrêter d'employer ce mot-là à tout bout de champ, en désidéalisant les premiers discours. Alors, ce que dit Lacan, qui lui est propre, c'est que ce qui est mis sous cette forme ridicule, c'est tout le thème de la sphère. Et il oppose la manière dont dans le Timée, la sphère intervient, j'ai pas relu le Timée, hein, comme la perfection même, au caractère ridicule des premières boules proto-humaines qui, comme il le décrit longuement, roulaient pour se déplacer avec beaucoup de force, mais en même temps d'une manière clownesque, quoi. C'est-à-dire que Aristophane rend ridicule la sphère, qui en Grèce n'est pas neutre, comme nous savons. Alors, quelle est l'importance de cette sphère, selon Lacan? C'est que une sphère, c'est un objet géométrique qui est semblable à lui-même de tous côtés. Alors, ça l'intéresse parce qu'il va critiquer tout ce qui est identité à soi, au profit d'une conception du désir comme affrontement à ce qui est le plus différent de soi et pourtant constitutif de soi. Il accentue aussi le fait que, mais ça c'est oui, ça c'est tout à fait proche du texte, dans le mythe par lequel Apollon retrouve et la moitié du cou du côté de la coupure, c'est-à-dire le premier temps de la coupure, Aristophane indique bien que Apollon guérit le reste. Il y a quelque chose qui est à la fois thérapie et châtiment ou instauration du souvenir de l'antique châtiment. En particulier dans ce moment où les organes génitaux sont mis sur le devant, c'est-à-dire que tout homme et toute femme voient la coupure. Alors, là où Lacan ne dit rien, peut-être qu'il dit dans les chapitres suivants que je n'ai pas relus, mais je n'ai pas le souvenir, c'est qu'il ne peut pas s'empêcher, à la fin de ce chapitre, qui est le chapitre 6 du séminaire Le transfert, il ne peut pas s'empêcher de mettre le thème de la coupure, de prononcer le mot de castration, ce qui est un peu trop attendu et qui en même temps ne va pas pour la raison que j'ai dite avant, à savoir que la souffrance liée à l'instauration du sexuel, la souffrance et le désir ne sont pas des péchés, ça n'a rien à voir, ou pas grand-chose à voir, avec la tradition
ultérieure. Voilà, bah, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, j'espère que vous allez retrouver ça dans le texte. Je vous demande un petit instant, il faut que j'aille chercher mon truc électrique pour mon ordinateur. J'en ai pour 2 minutes. Ok. Oui, alors je ne sais pas. Est-ce que c'est la dérision de la sphère? Quelle est l'importance du fait que Aristophane est un bouffon ou un auteur comique? Est-ce seulement un auteur comique? Est-ce plus que cela, c'est-à-dire est-ce un bouffon? Là-dessus, j'ai bien envie de vous demander ce que vous en pensez. Quelle est l'importance de la présence répétée du thème du symbole, du symbolon? Est-ce que la confrontation à cet événement politico-militaire de la victoire des Lacédémoniens sur les Achéens à Mantinée, est-ce que c'est important, qui introduit le thème de la dispersion de ceux qui sont vaincus, et comme l'image de la dispersion des hommes qui cherchent leur moitié? Est-ce que ça vous paraît simplement un petit truc momentané ou pas? Ben voilà. Ce sont Ok. Merci bien, Monique. Ça a été vraiment illuminant. Et je suis sûr que Rossella va aussi approcher le texte d'une manière qu'elle va donner peut-être des réponses, mais quand même, on a le temps de discuter après avec les autres amis compétentes et compétents. Donc, je donne les mots maintenant à Rossella qui va, Oui. Est-ce que vous présenter. m'entendez? Est-ce que vous Oui, m'entendez? oui. Oui. Je voulais dire que je pense que je vais revenir sur plusieurs points qui ont été évoqués par Monique, notamment la question des fils du soleil, c'est-à-dire les hommes qui privilégient les hommes, qui aiment les hommes, et ensuite la question du symbolon, la question des dieux, la question de la sphère et la question de la coupure. Donc, tout ça, je vais y revenir, mais j'ai dit tout de suite, voilà, quelle est ma perspective de lecture. Et j'ai travaillé ces dernières années sur Empédocle, et ce discours m'a intéressé tout particulièrement parce que depuis longtemps, les philologues s'arrachent les cheveux pour savoir de quelle manière ce discours se réfère à Empédocle. C'est-à-dire qu'on est d'accord, plus ou moins tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a des références à Empédocle assez importantes, mais après, on ne sait pas trop, on n'est pas d'accord sur l'interprétation de ces références. Donc, moi, je vais aborder le texte de ce point de vue-là. Donc, définir le discours d'Aristophane n'est pas une tâche simple. À proprement parler, il s'agit d'un récit anthropogonique qui présuppose néanmoins une cosmologie, car la naissance des hommes y est directement rapportée à l'existence des planètes, notamment le Soleil, la Terre et la Lune. Ce récit est inspiré par la Muse et il a un caractère initiatique, comme il apparaît dans les lignes introductives où Aristophane s'adresse à son assistance comme à une élite d'adeptes qui doit apprendre de lui pour pouvoir ensuite transmettre son enseignement aux autres, c'est-à-dire à ceux qui n'appartiennent pas au cercle restreint des auditeurs. Et vous pouvez regarder à ce propos le texte 2 de l'exemplier. Le récit d'Aristophane n'a pas de précédent dans la littérature, c'est un mythe nouveau, une invention que Platon attribue au poète comique.
Son objet n'est pas Eros, comme le thème de la réunion qui fournit son cadre au banquet pourrait le laisser penser, mais la nature humaine, anthropine physis. Vous avez le texte 3 de l'exemplier à ce propos. Donc, l'objet du discours d'Aristophane est la nature humaine, ce qu'Agathon ne va pas manquer de lui reprocher. En effet, dans le récit d'Aristophane, Eros semble remplir le rôle d'une puissance inhérente à la nature humaine. Bien que le dieu soit rarement nommé par son nom propre, seulement au début, et reçoive plutôt le nom d'une epithumia tou holu, désir pour le tout. L'histoire est très connue. Je ne sais pas, peut-être que je passe le récit de mon résumé parce que nous le connaissons tous. Donc, je saute le récit et je saute le récit. Mais peut-être qu'il est utile pour ce que je veux dire. Mais je coupe la moitié du récit. Donc, je me raccroche à ce que disait Monique tout à l'heure, c'est-à-dire la chirurgie de Zeus qui transporte sur le devant les sexes des humains après les avoir coupés. Et donc, ils transportent leur sexe sur le devant. Son but est double dans cela. Dans l'accouplement, si un homme rencontrait une femme, ils auraient un enfant et contribueraient à la reproduction de l'espèce. Si au contraire, un homme rencontrait un autre homme, il pourrait trouver une satisfaction dans l'accouplement, afin de se tourner ensuite vers la vie active et vers la politique. Le discours d'Aristophane se termine sur une explication des variétés actuelles de l'amour qui sont rapportées à la nature des êtres sphériques originaires. Puisque chacun de nous cherche à retrouver la moitié qu'il a perdue, les hommes et les femmes issus de l'androgyne choisissent l'amour hétérosexuel, tandis que les femmes issues du sexe féminin et les hommes issus du sexe masculin choisissent respectivement l'homosexualité féminine et l'homosexualité masculine. Cela dit, même ceux qui par chance arrivent à retrouver leur moitié ne savent pas vraiment ce qui les pousse à vivre ensemble, car ils ont perdu la mémoire des origines. Éditeur du banquet et spécialiste des présocratiques, s'accorde généralement pour reconnaître dans ce récit des références plus ou moins explicites à la zoogonie fantastique des êtres vivants que nous connaissons par le poème sur la nature d'Empédocle. Bien que leurs interprétations, comme je l'ai dit en ouverture, elles divergent considérablement. Dans ce cadre, les vers de l'Agrigentin évoqués le plus souvent sont les fragments 61 et 62 que vous trouvez d'Hilsekrantz, que vous trouvez au texte 4 et 5 de l'exemplier, et qui, donc ces deux fragments, d'après les informations fournies par leurs témoins, appartiennent à la description d'une zoogonie. Et d'autre part, l'autre texte qui est évoqué pour expliquer ce discours est le fragment 63 d'Hilsekrantz d'Empédocle que vous avez au point 6, qui est cité par Aristote dans son traité sur la génération des animaux dans le contexte d'une critique de l'embryologie empédocléenne. Si les références à la matière zoogonique et embryologique semblent globalement cohérentes avec le contenu du récit d'Aristophane qui raconte le devenir du genre humain à partir de son origine à travers une série d'étapes qui sont 4 pour être précis, le sens exact que l'on peut leur attribuer n'est pas univoque et fait l'objet d'un débat. La divergence est double. Elle concerne à la fois l'interprétation d'Empédocle et celle de la référence à Empédocle dans le discours d'Aristophane. En ce qui concerne l'interprétation d'Empédocle,
les points de vue s'opposent notamment à propos de la lecture des fragments zoogoniques, selon que l'on considère qu'ils appartiennent à la description d'une zoogonie unique ou qu'ils renvoient au contraire à la description de deux zoogonies opposées, l'une placée sous le règne de l'amour, l'autre sous le signe de la haine. Cette divergence majeure entraîne une opposition non moins importante dans l'évaluation de l'image initiale du récit d'Aristophane, celle des hommes sphériques que tout le monde s'accorde pour mettre en relation avec Empédocle. Et vous avez les hommes sphériques, donc c'est dans le fragment 62 que j'ai déjà indiqué. Ainsi, maintenant j'explique avec deux exemples cette opposition. Pour un tenant de la double zoogonie comme Denis O'Brien, les êtres sphériques d'Aristophane renvoient aux Ulophueis tupoi, les êtres d'une pièce sortis de la terre et sexuellement non différenciés qu'Empédocle décrivait dans le deuxième livre du Périphuséos, d'après le témoignage de Simplicius, le citateur de Sévère. Selon la lecture de O'Brien, la zoogonie en question décrit l'origine des hommes et des femmes de notre monde et doit être placée sous le signe de la haine et de la séparation croissante. À partir de cette prémisse, la sphéricité des hommes originaires dans le récit d'Aristophane est interprétée comme un équivalent de l'unité initiale des Ulophueis tupoi, les êtres entiers d'Empédocle, dont nous serions issus par division. Dans le récit d'Aristophane, comme dans la zoogonie de la haine d'Empédocle, on passerait donc de l'unité initiale à la division. Dans un texte comme dans l'autre, notre naissance serait le produit d'une scission interne à partir d'une situation initiale de complétude. En revanche, pour les tenants d'une zoogonie unique chez Empédocle, le texte de l'Agrigentin auquel le récit d'Aristophane fait le plus directement référence est le fragment 61 que vous avez au point 4, cité intégralement par Aélien dans la nature des animaux et de façon plus fragmentaire par Simplicius, Aristote et Plutarque. Ce fragment met en scène des êtres monstrueux à l'apparence double ou multiple. C'est ainsi que l'on peut interpréter les mots composés amphiprosopa et amphisterna, et être donc à la nature mixte, tenant à la fois des hommes et des bœufs, des mâles et des femelles. Le contexte de ce fragment serait une étape intermédiaire, vraisemblablement la deuxième, au sein d'une zoogonie unique qui décrit la production des êtres vivants comme le résultat d'agrégations successives à partir de membres séparés sous l'action d'un amour croissant. Donc, dans cette lecture, c'est l'amour qui réunit et qui produit des êtres de plus en plus organiques et complets. À partir de cette prémisse, la lecture de l'image des hommes sphériques dans le récit d'Aristophane change de signe. Jean Bollack, qui a soutenu cette interprétation, remarque l'écart entre la description des monstres empédocléens, où le mélange des sexes et des races trahit le caractère incomplet précaire de ces créatures, et l'image de perfection et de force qui se dégage des êtres sphériques d'Aristophane, comparables aux géants dans leur défiance envers les dieux. D'après lui, il y aurait une véritable opposition entre la zoogonie empédocléenne, où l'on parvient à l'unité à partir d'une situation de division initiale, les membres séparés, puis les monstres, etc., et l'anthropogonie d'Aristophane, où l'on passe de l'unité initiale à la division. J'ai l'impression qu'aucune des deux lectures ne permet de penser la question centrale posée par le récit d'Aristophane. Donc, je voudrais me situer ailleurs. Je me réfère au caractère inconciliable du conflit
dont les êtres originaires du récit d'Aristophane sont porteurs dès leur apparition en tant que fils de divinités cosmiques impies, pourtant soumis à la domination des dieux olympiens. Texte 7 de l'exemplier. Confronté au comportement impie des hommes, Zeus ne veut pas les tuer parce qu'il ne veut pas renoncer aux honneurs et aux offrandes que les hommes lui adressent. Pour pouvoir aborder cette question, donc, cette complexité du contexte religieux, du discours d'Aristophane, donc pour pouvoir aborder cette question, il nous faut sortir du domaine étroit de l'anthropogonie et élargir notre regard au contexte religieux dans lequel elle est située. En effet, d'après Aristophane, les êtres originaires qui avaient osé défier les dieux tenaient leur forme sphérique, leur mouvement circulaire et leur comportement orgueilleux de leurs parents, les planètes. Et là, je vous renvoie au texte 8 que je vais peut-être lire rapidement parce qu'il est très important. La raison pour laquelle, c'est la traduction de Léon Robin, la raison pour laquelle ces genres étaient au nombre de 3 est ainsi fait est que le mâle tirait son origine du soleil. Le genre féminin de la Terre, c'est lui enfin qui participe des 2 de la Lune, car la Lune aussi participe des 2 autres. Circulaire était leur forme et aussi leur démarche, car ils ressemblaient à leurs parents. Terribles par leur force et leur vigueur, ils avaient un orgueil immense, ils s'attaquèrent aux dieux. La relation de filiation que les êtres sphériques entretiennent avec les planètes n'est pas simplement la cause de leur forme, elle est également à l'origine du conflit qui les oppose aux dieux olympiens. Ce conflit prend la forme d'une tension entre la division et la séparation imposée par Zeus, qui, pour brimer l'orgueil des hommes sphériques et pour les soumettre à sa loi, les coupe, la loi du sacrifice donc, et l'aspiration à l'unité qui se dégage de la coupure. Donc on a une opposition entre la division imposée par Zeus et l'aspiration à l'unité qui se dégage de la coupure. Dans ce panthéon hétérogène et conflictuel, peuplé de 2 sortes de dieux, les dieux cosmiques à la forme sphérique et les dieux anthropomorphiques de la religion traditionnelle, les hommes sont placés d'emblée du côté des premiers, leurs géniteurs, qui les poussent à la rébellion contre les seconds, tout en préfigurant le remède des blessures engendrées par le conflit. En effet, l'aspiration à l'unité perdue n'est rien d'autre qu'une inspiration à retrouver la forme des origines, la sphère étant à la fois modèle dans le processus d'engendrement des hommes et fin ultime de leur existence sous la domination de Zeus. Les hommes, en effet, voudraient retrouver la moitié qui leur manque et reconstituer l'unité perdue. Tout en s'identifiant avec un désir de reconstituer l'unité sphérique, dans les conclusions du récit, l'aspiration à l'unité perdue prend le nom d'Eros. C'est le texte 9 de l'exemplier. La raison en est donc voilà là. Le désir et la recherche de ce tout portent le nom d'Eros. Si Eros s'identifie avec le désir de retrouver la forme sphérique des planètes d'où les hommes sont issus, le Soleil, la Lune, la Terre, c'est qu'il appartient lui aussi à l'univers des dieux cosmiques, les géniteurs des humains. À ce propos, j'attire votre attention sur le fait que le dieu Eros semble avoir surgi des entrailles des corps sphériques brisés, même si cela n'est pas dit expressis verbis, mais seulement suggéré. De fait, la première mention d'Eros, c'est le texte 10,
à la fin du récit sur la chirurgie de Zeus, le donne comme emphytos, inné. Il dit, donc il est emphytos, Eros emphytos, il est dans le corps, dans la nature de ces êtres sphériques. Voilà, vous pouvez voir le texte 10. À y regarder de près, le poète comique avait suggéré cette parenté dès l'introduction de son récit, quand il avait situé Eros du côté des hommes, tout en proposant de le hisser au sommet de la hiérarchie des dieux et de lui vouer les honneurs les plus grands. Léostros a sans doute raison de remarquer que le récit d'Aristophane propose une véritable révolution religieuse en même temps qu'une critique féroce des dieux olympiens. Cependant, pour pouvoir définir la nature de cette critique, il convient de la situer dans le cadre d'où elle se détache, celui d'une cosmologie philanthropique selon laquelle les hommes et les planètes partagent la même nature, étant reliés par la loi d'Eros qui s'identifie avec le désir d'unité figuré par la forme de la sphère. Le récit d'Aristophane applique à la production des humains la loi universelle du devenir cosmique selon Empédocle, devenir cosmique que donc l'Agrigentin considère comme lutte incessante entre amour et haine, unité et séparation. Le fait que l'origine des hommes sphériques soit rapportée à leur ressemblance avec les planètes indique exactement cela, cette appartenance des hommes au tout. Par ce biais, le récit d'Aristophane réalise une synthèse éclectique de la cosmologie et de l'anthropogonie empédocléenne. Ainsi, les deux lectures mentionnées plus haut, celle qui lie la trajectoire des hommes sphériques comme une évolution vers la séparation à partir d'une situation initiale d'unité, en analogie avec une prétendue zoogonie empédocléenne de la haine, obrayenne, et celle qui, à l'opposé, voit dans le récit d'Aristophane un renversement du mouvement zoogonique unique décrit par Aetius, allant de la séparation vers l'unité, c'est Bolac. Ces deux lectures ne me semblent pas rendre compte de la tension qui est au cœur du récit d'Aristophane entre deux mouvements opposés, la séparation imposée par Zeus et la tension vers l'unité surgie du corps des êtres sphériques originaires au moment même où la coupure leur a été imposée. Cette opposition que la tension entre les actions de Zeus et d'Eros rend perceptible dans sa dimension cosmique est inscrite dans les corps des hommes sphériques dès leur origine. Tout en étant entiers, ils sont composés de deux parties égales et symétriques. En effet, dans les corps entiers des hommes originaires, on aperçoit les deux moitiés avant qu'ils soient divisés par l'action de Zeus. De cette manière, le corps des premiers hommes issus des planètes signifie le paradoxe qui est au cœur de la cosmologie empédocléenne, c'est-à-dire la coexistence d'un principe d'unité et d'un principe de division, ces deux principes s'identifiant avec les forces opposées et complémentaires de l'amour et de la haine, qui peuvent s'annuler et se neutraliser dans une seule et unique configuration, la sphère, figure de perfection à l'origine du devenir. Je vais vers la fin. Et dans le récit d'Aristophane, ce paradoxe prend une coloration tragique. Donc là, il faudrait discuter avec Monique qui a parlé de comique. Pourquoi je parle de coloration tragique? Pourquoi? Parce que les hommes séparés par Zeus ne parviennent pas à retrouver l'unité perdue, même si l'intervention bouffonne d'Héphaïstos, dieu de la technique, permet d'apporter une solution à leur malheur. Le caractère tragique de cette interprétation inédite de la physique empédocléenne semble explicité par la lecture de l'image empédocléenne du symbolon que le personnage d'Aristophane propose dans la conclusion de son récit. C'est le texte 11 et le dernier texte de l'exemplier. D'après lui, c'est donc le texte mentionné par Monique aussi, chacun de nous est une fraction complémentaire d'homme
puisqu'il a été coupé comme les sols à partir d'un, deux. Il s'ensuit que chacun cherche constamment la partie manquante de lui-même. Jean Bollack a remarqué à juste titre qu'Aristophane effectue ici un renversement de l'image empédocléenne du symbolon. Dans l'embryologie empédocléenne, le symbolon est figure de la procréation à laquelle les deux parents contribuent à égalité car ils fournissent chacun la moitié de la sémence. Les deux parents sont symboloi dans la mesure où chacun de eux apporte sa contribution différente mais d'égale valeur à l'être nouveau qu'ils créent en commun. La symétrie, la concordance des corps, là je cite Bollack, l'interpénétration des deux moitiés complémentaires justifie la comparaison. Fin de la citation. Chez Platon, au contraire, le symbolon devient l'image de l'unité brisée à jamais. La lecture que je viens d'esquisser, et j'ai conclu avec les fils du soleil, pourrait être complétée par une réflexion sur la préférence que le poète comique accorde, mais je le dis sans lire, aux fils du soleil, c'est-à-dire aux homosexuels masculins par rapport aux filles de la terre et aux fils de la lune. D'après Aristophane, les unions homosexuelles masculines sont le terrain le plus fertile pour le développement de la vie politique et mérite pour cela une attention particulière. Il me semble que cet aspect du discours d'Aristophane peut lui aussi être expliqué comme une relecture orientée de la pensée d'Empédocle pour qui le soleil était le paradigme de la connaissance. Merci. Voilà. J'ai perdu. Très bien, Oui. Rossella, merci. Voilà. Merci à toi. Alors, on a encore 10 minutes plus ou moins pour discuter. Est-ce que Monique, est-ce que vous voulez dire quelque chose de fulminant maintenant ou vous préfériez... Oui, non, je veux dire une seule chose. Oui, je veux dire à Rossella à quel point sa lecture est claire, quelque chose que j'ai mis un point d'interrogation dans la marge. C'est en 190b. Oui. Cette phrase, circulaire était leur forme et aussi leur démarche, du fait qu'ils ressemblaient à leurs parents. Je ne comprenais absolument pas ce que venaient faire les parents là-dedans. Oui. Mais c'est parce qu'il s'agissait du rapport entre les deux types de dieux qui s'affrontent dans le texte d'Aristote. Donc, merci infiniment. J'avais. Oui. C'est les deux types. C'est les deux types. Oui, Monique, c'est les deux types. Oui, c'est les deux types de dieux et en même temps, c'est aussi la relation qu'il y a entre les hommes, les êtres humains et l'univers. Oui. C'est-à-dire que le fait de décrire ces êtres-là. Et voilà. la lune, le soleil et la terre. Donc, oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Merci beaucoup. De rien. Très bien, je vois Maria Cecilia. Est-ce que tu voulais dire quelque chose? Oui? Oups. Cecilia? Je ne sais pas si elle voulait dire quelque chose. Maria Cecilia, je vois la petite main haussée, mais je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je suis très intéressée par ce qu'a dit Monique à propos de Lacan et la sphère. Donc, je vais lire. Moi, j'ai lu Foucault, j'ai lu Lucie Irigaray, mais je n'ai pas lu le séminaire 8 de Lacan. Et ce que vous avez dit m'intéresse beaucoup. Je voudrais approfondir ces remarques sur la sphère. Je vais regarder ça. Merci beaucoup. Ok, Fernando. Bonjour ou bonsoir, je ne sais pas où tout le monde est dans chaque partie du monde. Merci Monique, merci Rossella pour reprendre ce passage délicieux
du banquet. J'aimerais faire une remarque d'après ce qu'a dit Monique à propos du terme qui est tout le temps dans ce passage, comme elle l'a bien remarqué, le mot symbolon. Et aussi y voir vraiment quelle place pourrait avoir ce symbolon dans une lecture, comme l'a dit Rossel, qui met cette anthropogonie du personnage d'Aristophane dans le banquet dans une zoogonie générale et dans une cosmogonie générale, ce qui nous fait rapprocher bien sûr au récit d'Empédocle. Et ce que je propose, c'est justement de voir un contexte général d'où peut surgir aussi bien Empédocle que Platon et Aristophane quand ils parlent d'un processus de division et de rapprochement pour l'amour qui se place justement sur cette image du symbolon et qui se place aussi dans ce que je veux, là c'est ce que je veux dire un peu plus, dans le contexte de l'inverse du symbolon, c'est-à-dire du sparagmos. Oui, la coupure ontologique, cosmologique, et le rapprochement cosmologique, ontologique. Donc, par là, je propose que symbolon, dans l'entrée même de la lecture zoogonique et cosmogonique qu'a proposé Rossel, soit intégré aussi dans le rite de la télété. Le premier moment de la télété, le moment symbolique, duquel s'en suivront les deux autres moments, la cassis, ou qui peut être le moment de Socrate et Diotime, et le moment de l'épopsis, que je crois être celui d'Alcibiade. Mais de toute façon, ce moment, le moment symbolique, serait très important dans un contexte qui pense toute la naissance du monde, la cosmogonie, dans un récit, dans un discours de type rituel. C'est ça, merci à vous tous. Merci Fernando. Merci beaucoup. Alors, Monique ou Rossella, est-ce que vous voulez réagir à ça? Oui. Oui. Alors, vas-y. Oui. Et cette idée que tu avances, Fernando, du sparagmos est intéressante dans la mesure où il y a un témoignage de Plutarque qui rapproche le mythe des catharmes d'Empédocle du mythe orphique de Dionysos Zagreus. Et c'est donc c'est un texte très énigmatique et qui par rapport auquel il n'y a pas mais du coup, moi, je n'exclus pas que ce rapprochement que tu fais ne soit pas déjà chez Empédocle. Mais disons, je dis juste qu'on ne peut pas l'exclure. Du point de vue vraiment de la reconstitution. Et donc, ça me semble très intéressant. Voilà. OK. Est-ce que Monique, vous voulez dire quelque chose sur la remarque de Fernando? Je voudrais juste demander quel est le troisième terme caractéristique d'Alcibiade, le troisième terme grec que vous avez employé. Il y a Épopsis. Épopsis, oui. Épopsis, d'accord.
C'est la vision. Ouais. C'est le Oui. dernier stade de l'initiation Oui, eleusinienne. la téléthé. La téléthé, c'est l'initiation. Elle a 3 stades. Le premier, c'est le symbolique. Le deuxième, l'ascétique, l'ascésis. Oui. Et le troisième, c'est l'épopsis. C'est l'illumination, on pourrait dire, complète. Oui, mais c'est l'initiation où, quand, comment? C'est la théorie religieuse de l'initiation ou c'est dans Platon? C'est partout où il y a la téléthé, c'est-à-dire où il y a de l'initiation, et je crois qu'il y a chez Platon aussi. D'accord. Merci beaucoup. Ok, très bien. Alors, il y a une question par Sylvana, c'est juste? Oui, merci. Oui. Mille merci. Je suis une collègue de Stella à l'ECO, Marco. Ah ouais, oui. Et la exactement, raison pour oui. laquelle c'est écrit en grec, c'est parce que nous avons cette Arsa Ioanna. Donc, mille merci, Rosella et Monique. Je voulais ajouter quelque chose à ce que Fernando a dit par rapport aux sparagmos, qu'on retrouve le même schéma des sparagmos, bien sûr, pour Spyros. Mais dans les textes d'Aristophane, l'explication que donne Platon, c'est qu'il s'agit des titans. Et tu te rappelles de ça, Rosella? Il dit que ces êtres qui étaient terrifiants étaient les titans. Et donc, pour moi, Non, ça les donne géants. aussi... Oui. Les géants, pardon. Donc, ça, il se réfère à la gigantomatie. Et donc, ça, d'une certaine manière, vérifie ce que tu as dit par rapport à la lutte entre les générations, les différentes générations, jusqu'à que Zeus a repris le pouvoir. Et l'autre chose que je voulais demander à Monique, on pourrait élaborer sur ça, c'est si dans le séminaire de Lacan, que je n'ai pas lu récemment, on retrouve aussi l'écho de ce que Platon dit par rapport à l'homosexualité, que l'homosexualité est la seule, disons, amour, la seule façon d'amour possible, quelque chose comme ça. Pas du tout. C'est-à-dire que pas du tout. La position de Lacan par rapport à ça, c'est de dire bon, bah, il y avait de la perversion en Grèce, mais la perversion est aussi intéressante que la névrose. À la fois, il essaye de n'être pas, si je puis dire, bêtement normatif, mais en même temps, il applique quand même la notion de perversion, alors que Foucault fait le contraire. Foucault dit donc, les catégories analytiques ne sont pas pertinentes pour lire de cette façon-là les textes grecs. Je vous remercie. Par contre, Lacan, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que Lacan accentue énormément dans les textes de Platon, dans ce texte-là du banquet, mais aussi dans la République, le moment où, dans le jeu des prédicats contraires, beau, laid, il y a un bon, mauvais, il y a un moment où intervient l'opposition entre sachant et non sachant. Et c'est ça qui l'intéresse. Pourquoi? Parce qu'il repense la psychanalyse à partir de la question du savoir inconscient. C'est-à-dire que un savoir qui ne veut pas donner ses raisons, logon didonai, c'est un savoir inconscient. Donc, c'est ça qu'il repère. Et puis, à partir de là, aimer, c'est savoir, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut rien savoir. Et dernièrement, enfin en dernier, mais provisoirement, il s'étend beaucoup sur le rapport entre Socrate et Alcibiade, plus
que sur les autres discours, parce que la position de Socrate, il la rapproche de ce que c'est que la position d'un analyste. Qu'est-ce que c'est ne pas céder au désir d'Alcibiade, alors que tout le monde sait qu'ils ont été amants? Quel est le sens de ce refus? Voilà. Donc, il y a comment émerge l'intermédiaire entre celui qui a la connaissance et celui qui ne sait rien, comme un savoir qui ne peut pas donner ses raisons. Et qu'est-ce que ça veut dire que le fait que Socrate se retire du désir, est-ce que c'est comme un analyste ou pas? Mille merci. C'est beaucoup trop rapide, hein, parce que tout le séminaire porte sur cette compétence. Et vous avez aussi abordé deux choses, la question de la génération et la question de la fabrication. Vous avez dit que dans les textes, il s'agit soit des êtres qui sont engendrés, soit des êtres qui sont fabriqués d'une certaine manière. Ça, c'est le mot grec, c'est mécané. Ça m'a beaucoup intéressé. Je me demandais si c'était organon, qui veut dire à la fois organe et instrument. Or, plusieurs fois dans le texte, il y a le mot mécané qui m'a fait penser aux machines désirantes de Deleuze, évidemment. Qu'est-ce que c'est qu'une machine? Oui. Ce que Rossella a dit est très intéressant, je crois, du point de vue psychanalytique aussi par rapport au fait que la thérapie est en même temps, comment dire, elle a dit que la thérapie met en évidence aussi la blessure, quelque chose comme ça. Tu as dit quelque chose comme ça, Rossella, si je ne me trompe pas, tu as dit quelque chose de très, très, très psychanalytiquement très profond, que la blessure et la thérapie, d'une certaine manière, mettent en évidence cette scission originelle. Oui. C'est pourquoi c'est tragique. Bah oui. Pardon, parce qu'il faut mettre. Est-ce que Giulia ou il y a quelqu'un d'autre qui veut bien dire quelque chose? Voilà, Giulia? Oui, vas-y. Merci beaucoup, merci tout le monde, en fait, Marco et Monique et Rossella. Juste un commentaire, une façon simplement de souligner l'importance capitale de ce texte, non pas seulement dans les théories de l'Eros, non pas seulement dans le symposium, mais vraiment dans le cadre de notre perspective sur ce que c'est qu'une histoire de l'expérience érotique dans l'Antiquité. Pourquoi ce texte est-il si important? Eh bien, parce que si on revient à Foucault, nous savons quel est le soi-disant, et je souligne le soi-disant paradigme de la véritable dichotomie qui fait fonctionner cette culture érotique, qui serait non pas l'opposition homosexualité-hétérosexualité, mais l'opposition actif-passif, avec un Erastès en position d'initiative, d'activité, de pouvoir, d'âge supérieur, et en fait aussi dans une position sexuelle très déterminée. Les jeux sont faits, l'Erastès pénètre, l'Eroménos est pénétré, il est plus jeune, l'Eroménos, il est dans une position d'infériorité, il y a un isomorphisme, comme Foucault nous dit dans l'usage des plaisirs. Dans cette économie interprétative de l'expérience érotique ancienne, ce texte devient la grande exception, devient le démenti du modèle, devient la singularité maximale, et Foucault s'y arrête justement pour dire ceci, donc vers la fin du volume de l'usage des plaisirs. Or, effectivement, ce texte renverse complètement cette perspective.
Et la décision herméneutique que nous devons prendre comme historien d'eux, me semble-t-il, historienne d'eux aussi, est décider s'il y a bel et bien ce paradigme, donc actif-passif, et si ce texte est une exception flagrante par rapport à ce paradigme, ou si ce texte ne doit pas devenir un point de vue vraiment, comment dire, d'importance, un point de vue initial pour repenser et remettre en question le paradigme lui-même. Parce que dans ce texte, il nous a présenté justement d'une manière très factuelle, presque anthropologique, ethnographique, non seulement une symétrie entre l'Erastes et l'Eromenos, non seulement le fait que Foucault lui-même reconnaît comme une singularité absolue le fait que l'Eromenos répond de manière consentante, il met ce texte sous disons, dans la rubrique consentement, mais ce que nous avons ici est quelque chose d'encore plus important, me semble-t-il, qu'il faut mettre en évidence, ce que Foucault ne fait pas, et qui est que, justement, il y a un désir inné. Il y a donc une situation dans laquelle, je le lis en grec, excusez-moi, puis je vais le traduire, c'est une ligne, c'est très simple. Pantos men un autoiutos paiderastes, te kai philerastes gingnetai. Donc, ce type de personne est né gignetai, à la fois paiderastes et philerastes, aiei tosungenes aspazomenos, donc toujours donnant le bienvenu, recevant avec plaisir aspazomenos, sungenes, c'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment, non pas vraiment du même genre, mais qui est quand même de la même famille. Donc, on est en plein dans le registre du sun, donc dans le symposium, et dans le registre de l'échange, dans le registre de la symétrie totale, du désir qui est de deux côtés, etc. Et dans l'inscription dans le temps, toujours de cela. Donc, si on prend au sérieux ce texte, au lieu de le liquider comme une symétrie, avec Platon en entier, comme paradoxalement Foucault et ses lecteurs les plus, disons, mimétiques le font, si on cesse de mettre ce texte sur les marges, sur la touche, on peut au contraire s'interroger sur l'existence de ce soi-disant paradigme qui, à mon avis, existe seulement dans le cadre du blâme et non pas quand il s'agit d'éloge de l'amour, parce que dès qu'on se met dans le registre de l'éloge, on se retrouve justement dans ce type de discours qui dit du bien des deux amants et reconnaît leur dévouement stable l'un par rapport à l'autre et leur dévouement absolument gratifiant l'un pour l'autre. Donc, c'est un texte extrêmement important pour, disons, vraiment une stratégie interprétative ample de l'expérience érotique et de la culture érotique des anciens pour moi. Donc, merci beaucoup pour toutes les belles choses qui ont été dites tout à l'heure. Merci à toi, Giulia. Je pense que Rossella, elle veut dire quelque chose. Après, il faut qu'on termine parce que c'est déjà l'horaire. Oui. Rossella, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Oui, une piccolissima chose par rapport à ce que vient de dire Giulia, que cette mise en question de la dissymétrie par Aristophane dans le discours d'Aristophane, s'il se trouve, elle était déjà
chez Empédocle, Giulia, parce que l'embryologie d'Empédocle est une embryologie complètement révolutionnaire. Il y a aussi Parménide peut-être, il y a aussi Anaxagore, on discute, mais disons qu'Empédocle, le fragment 6, il met les couples, l'homme, ils sont à égalité. L'homme, la femme, et ce qu'on a dit sur le symbolone, c'est-à-dire que lui, donc il y a une racine empédocléenne de cette manière de pensée différente que tu as bien. Je suis tout complètement d'accord avec ce que tu as dit, c'est super. Merci. C'est ça le paradigme. Le paradigme, c'est ça. Je veux dire que il faut choisir ou les Grecs ou Michel Foucault. Si on va avec les Grecs, ça c'est le paradigme. Si on va avec Michel Foucault, alors on s'amuse à répéter, sans jamais lire les textes. Il faut choisir entre les deux, c'est tout simple, parce que le vrai paradigme, c'est le paradigme du jeu, du désir potentiel, du désir qui rebondit entre femmes et hommes, entre hommes et hommes, entre femmes et femmes. Et il y a la pertinence du féminin, du masculin dans les relations amoureuses est là, parce que tout s'enclenche sur la spécificité justement de la masculinité qui fait un certain type de relation qui peut être très différente dans ses nuances, mais fondamentalement, ça fait une différence. Donc, la différence de genre dans l'érotique est absolument capitale et déterminante. Donc, merci. Moi, je pense qu'il faut tout simplement lire Michel Foucault comme un merveilleux auteur français qui a lu Dover et qui est constamment relu, recité, ressassé à droite à gauche, et puis se mettre au travail et lire Empédocle, lire... Je suis d'accord. Donc, pas des sans Foucault. Je peux dire un mot. Moi, je veux faire partie du groupe sur l'histoire que Giulia a évoqué. J'aimerais beaucoup faire partie de ce groupe, si c'était possible. Le Feminine Turn? Yes. Ah oui, non, mais je ne vais pas faire trop de publicité ici, mais peut-être une autre fois avec la complicité de Marc. À Berlin, on a lancé un groupe collaboratif tout à fait comme ça, allègre, qui s'appelle Le Tournant Féminin. Super. Et, voilà, on y va. Mais merci, excusez-moi, Merci Giulia. Je tiens beaucoup à ces questions. Est-ce que, alors, il me paraît intéressant de donner le dernier mot, si Monique, si vous voulez dire quelque chose pour conclure, allez-y, c'est à vous. Il y a un passage dans le texte, Giulia, merci beaucoup pour cette lecture si ferme. Il y a un passage dans le texte qui va tout à fait dans le sens de ce que tu dis. Je ne serais pas d'accord avec toi complètement sur la lecture de Foucault, qui me paraît quand même à certains égards très intéressant, mais je ne suis pas helléniste. Intéressant, oui. Mais le passage, c'est qu'il s'intéresse beaucoup au rapport des femmes entre elles. Or, moi, je pensais, sans doute parce que je suis trop foucaldienne, je pensais que dans les textes grecs, les rapports entre hommes étaient beaucoup plus intéressants que les rapports entre femmes. Or, dans ce discours d'Aristophane, le passage sur les rapports qui se nouent entre femmes qui se retrouvent une femme sont très positifs, sont décrits de façon... c'est bien aussi intéressant que les rapports entre hommes. Ce qui, en effet, n'est pas le cas chez Foucault. Ça va dans ton sens. Non, mais c'est vraiment tout ce langage de l'isomorphisme qui est le structuralisme subliminaire de Foucault qui explose soudainement au moment même où nous, on s'attend à un recentrage sur la perspective subjective de l'expérience dans les derniers livres. Et en fait, il y a ce noyau dur de l'isomorphisme qui
qui cause tous les problèmes de cette approche. Parce qu'après, il faut postuler ce paradigme rigide, et donc pouvoir, domination, y compris dans l'acte sexuel, et ça, c'est le modèle. Et puis, il faut inventer des singularités, des exceptions. Mais ce sont les exceptions qui sont le paradigme, parce que l'isomorphisme n'existe pas. C'est tout simple. C'est vraiment wrong, comme on dit. Je veux dire, c'est pas que c'est intéressant, mais c'est pas tout à fait. Non, c'est vraiment que ça n'existe pas. Ça existe seulement. Je vais vers notre ami Rossel. C'est une illusion comique. Ça existe chez Aristophane, dans les comédies, et même dans la comédie, il y a toutes sortes d'oscillations queer qui sont aussi importantes que justement la violence, l'agressivité, le côté... le queer, c'est pas la différence des sexes que tu... Non, c'est justement ce qui se passe. Je sais. Alors, mais c'est justement ce qui vient faire objection au structuralisme isomorphique de Foucault. C'est exactement ce qui vient faire objection. Mais si on s'enfonce dans le modèle, tout est perdu. Les jeux sont faits, always already, n'est-ce pas? Toujours déjà. Voilà, il faut faire exploser le toujours déjà, et puis lire Empédocle, voilà. Alors, je vous propose, non, c'est pas une blague. Je vous propose de nous rencontrer peut-être une autre fois pour rediscuter encore une fois ces passages qui évidemment jouent un rôle absolument central, comme on vient d'écouter. Peut-être on pourrait inviter d'autres gens pour continuer notre conversation qui est très animée, et c'est dans le sens de Titus Bantitesti. Donc, je vous remercie. Je remercie beaucoup vraiment Rossella qui a proposé les textes, Monique David-Ménard qui a accepté de les discuter, évidemment Giulia qui est très passionnée. Oui. Et tous les autres, Sylvana, et tous les autres qui ont participé à cette discussion. Je vous donne rendez-vous le 19 de juin pour continuer à discuter sur Platon, les lois. Et ça serait Susanna Amati qui est ici maintenant, et Valeria Ando de Palerme. Donc, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, ça dépend où vous êtes. Je vous remercie vraiment de tout mon cœur. À la prochaine. Ciao. Ciao. Merci Monique. Ciao, grazie. Ciao, grazie a te, Giulia. grazie a voi. Ciao a tutte. Au revoir Monique. Ciao a tutti. Ciao Fernando. Ciao Rossella. Ciao Marco. Ciao Giulia. Ciao Ciao a tutti. Ok.